Bonjour, très heureux de vous retrouver. Nous sommes en région bruxelloise et plus particulièrement à Oderghem. Je vous invite aujourd'hui à entreprendre un long voyage, un voyage dans le temps à travers les siècles et puis aussi un voyage en pleine nature. Le lieu qui se trouve derrière moi a accueilli au fil des siècles des pèlerins mais aussi des artistes, des grands noms de l'histoire. Nous allons découvrir le rouge cloître puisque c'est de lui qu'il s'agit comme vous ne l'avez jamais vu. Et pour le faire, une seule recette, vous le savez, j'ai les clés, suivez-moi. Et quand je vous dis que j'ai les clés, en fait, c'est vraiment d'un trousseau, d'un gros trousseau dont j'aurai besoin aujourd'hui. Alors ce prieuré, il est très vaste et il comprend beaucoup de portes à ouvrir, une porterie à l'entrée justement de ce domaine, mais aussi la maison du prieur. Il y a aussi une maison pour le meunier, une maison pour les laïcs. Il y a des bâtiments agricoles et puis cette enceinte qui enserre véritablement l'ensemble du prieuré. Alors aujourd'hui, le rouge cloître paraît tout à fait paisible, mais au cours de son histoire, il ne faut pas s'y tromper, ça a été un lieu de grande animation. Tout commence par un ermitage, puis un prieuré édifié au XIVe siècle sur un terrain concédé par la duchesse Jeanne de Brabant. Affilié à l'ordre des chanoines réguliers de Saint-Augustin, il jouit d'une grande renommée et d'une belle prospérité. On vient de loin pour y résider et Charles Quint connaît bien les lieux. La proximité de Bruxelles renforce son importance, mais son histoire sera loin d'être un long fleuve tranquille. Sylviane Audry, bonjour. Vous êtes archéologue chez Urban Bruxelles. On est dans un lieu bien particulier, ce rouge cloître qui a une longue histoire, mais comment tout a commencé? L'histoire de rouge cloître, c'est dans le dernier quart du XIVe siècle, je dirais un mouvement un peu de dévotion moderne. On réfléchit un peu différemment la religion, avec un retour au principe de base de la religion prônée par Jésus-Christ. Et donc on revient en fait dans des forêts, créer des ermitages. C'est ce qui se passe ici au rouge cloître, sur un terrain qui est donné par la duchesse Jeanne de Brabant. Sylviane, un petit mot sur ce nom de rouge cloître qui semble être un peu mystérieux. Alors là, il y a plusieurs théories par rapport à ce nom de rouge cloître. C'est vrai qu'il y a une mention d'enduit qui aurait été apposé sur les premiers bâtiments, enduits avec de la terre cuite, donc un enduit rouge, donc rouge cloître, mais on fait aussi référence souvent à la racine ro, de rooien, en vieux flamand, c'est élaguer. Donc bien sûr, pour une installation dans une forêt, il faut d'abord commencer par élaguer, par installer aussi tout un système hydraulique. Nous sommes devant un bâtiment qui est tout à fait charmant d'ailleurs. À quoi servait-il ? Donc c'est la porterie, donc c'est l'entrée principale du site où on a une entrée piétonne et une entrée charretière pour les carrosses, pour les charrois. Donc au fur et à mesure du temps, en fait, ce prieuré qui a connu un essor assez incroyable, à un moment donné, on vend, les couvents sont supprimés, les mouvements monastiques sont supprimés et le rouge cloître, bien sûr, n'y échappe pas. C'est un lieu de grande renommée. Ici, on venait de loin pour visiter avec les chariots, les carrosses, le rouge cloître. C'est un endroit qui était très prisé de nos autorités de l'époque, des ducs de Brabant, tout simplement parce qu'il est en forêt de soigne. C'est un lieu aussi de chasse, bien sûr. Et parfois, les dignitaires ou les seigneurs venaient dormir à rouge cloître. On a vraiment des très beaux bâtiments, des hôtelleries qui accueillent effectivement les voyageurs ou les hôtes de marque. Et Charles Quint, il est aussi passé par ici? Charles Quint est passé par ici et généralement en plus il y a toujours une petite donation. Une église est construite au XVIe siècle, on agrandit le chœur, des vitraux sont donnés par Charles Quint et du coup par une série de personnages de sa suite, de sa cour, qui veut bien se faire voir. Derrière moi, un autre édifice remarquable et puis aussi, il faut l'avouer, un petit peu mystérieux, c'est la maison du meunier. Alors son origine remonte au XVIe et au XVIIe siècle. À l'origine, il s'agissait probablement d'une blanchisserie qui a été affectée au logement du meunier au milieu du XVIIIe siècle. Alors vous allez me dire, blanchisserie, meunier, ben oui, en fait, pour que fonctionne correctement une abbaye, il fallait y retrouver tous les corps de métier. C'est ce qu'on appelle vivre en autarcie. Une abbaye, c'est pas seulement le logement du prieur et l'église, c'est aussi plein de bâtiments et de fonctions différentes. Déjà, il y a une partie un peu plus
public. Donc dès qu'on pénètre à travers la porterie, qu'on est accueilli sur le site, on a déjà une grande cour d'accueil avec des bâtiments d'accueil. Donc on aura des chartiles pour ranger les chariots et les chevaux, des écuries, et aussi un bâtiment d'accueil pour passer la nuit, l'hôtellerie. Et alors il y a la partie plutôt privée qui bien sûr comprend le noyau vraiment important pour la liturgie qui est le cloître et l'église, mais aussi tout ce qui fonctionne autour, l'infirmerie pour l'accueil des vieux chanoines, la brasserie très importante, et puis toute la boulangerie, la tuerie et la ferme qui pourvoit alors à l'alimentation en interne. On peut dire que le but ultime de tout cet équipement, cette infrastructure, c'est de vivre totalement en autarcie pour la communauté? C'est une idée, c'est un principe de base, mais bien sûr, on n'est pas coupé du monde. Ces chanoines circulent vraiment dans la congrégation, dans tout le duché de Brabant, jusqu'en Allemagne. Ils vont visiter les autres maisons, donc il y a quand même pas mal de mouvements. Ce qui est assez extraordinaire, c'est le lieu. On est en pleine région bruxelloise, près d'un axe routier important, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pourtant, quand on tourne la tête de l'autre côté, on a cette enceinte, on est vraiment ailleurs. Ça veut dire aussi que cette enceinte est conforme à l'enceinte qui existait à l'époque? Oui, tout à fait. Donc, là où les éléments de l'enceinte manquaient, on a fait des fouilles archéologiques pour retrouver le tracé exact, l'emplacement des contreforts aussi, par exemple. Et donc, on a restitué complètement ce mur d'enceinte avec des recettes à l'ancienne. Sylviane, vous avez beaucoup travaillé ici. On peut dire que c'était une période de votre vie. Il vous en est resté quelque chose? Oui, c'est vrai que c'est un petit lieu à part. Comme vous dites, on est vraiment dans l'urbanisation, mais très vite, on est dans un petit cocon, dans ce mur d'enceinte, avec ces grands arbres qui ont poussé, qui révèlent un petit endroit romantique et tout à fait à part. Le monastère fut supprimé par l'empereur d'Autriche, Joseph II, qui régnait alors sur nos régions. Des chanoines y reviennent après la Révolution brabançonne et en sont chassés par les révolutionnaires français. Seules quelques constructions seront conservées. Quant à l'église, elle fut entièrement détruite lors d'un terrible incendie en 1834, soit 4 ans après l'indépendance de la Belgique. Mais l'histoire du rouge cloître, ce n'est pas seulement une histoire de vieilles pierres, c'est aussi une longue et belle histoire naturelle. Nous sommes aux portes de la forêt de Soignes, un lieu qui inspire à la promenade, à la méditation et au calme d'une façon générale. Et d'ailleurs, les promeneurs qui passent par ici sont souvent étonnés par un lieu un petit peu secret. On va le découvrir, mais pour ça, je ne serai pas tout seul. Antoine Hulot, bonjour. Bonjour. Vous êtes paysagiste chez Bruxelles Environnement et vous gérez ce site extraordinaire. On peut parler d'un véritable poumon vert en pleine région bruxelloise? Oui, effectivement. Donc, on est vraiment à la lisière de la forêt de Soignes. Donc, le rouge cloître fait partie de la forêt de Soignes. C'est un ensemble de 5000 hectares qui forme une énorme masse végétale qui est vraiment le poumon vert de Bruxelles. Alors, il y a de l'eau, bien sûr. Ouais. Ça veut dire quoi, ça, ce qu'il y a? Parce qu'il y a un monument, il n'y en a pas tellement ici dans le coin, mais il y a ce monument-là et cette source consacrée à René Stevens. Mais c'est qui, ce René Stevens? Donc, René Stevens, c'était un peintre amoureux de la forêt de Soignes qui a fait énormément pour la forêt de Soignes, notamment pour sa protection. Il a créé, avec d'autres personnes, ce qu'on appelle les Amis de la forêt de Soignes, qui est une des plus vieilles associations de protection de la nature du pays. Il voulait principalement protéger l'aspect culturel et l'aspect esthétique de la forêt. Mais au fur et à mesure des années, ils ont réussi à faire évoluer leur objectif. Et donc, ils se sont retrouvés aussi sur les aspects sociaux, sur les aspects écologiques de la forêt. Ils sont toujours actifs et ils luttent notamment sur la pression immobilière, donc contre la pression immobilière, contre l'expansion des réseaux ferroviaires et routiers au sein de la forêt de Soignes. Antoine, quand on est à proximité du rouge cloître, on voit vraiment qu'il y a une succession d'étangs qui sont différents. Il y a une pêcherie aussi. Il y a un chapelet de 5 étangs qui se suivent et qui rythment en fait la vallée du Rood-Kloosterbeek. On est au début, donc ici on est vraiment à l'une des sources du Rood-Kloosterbeek. Et donc sur ces 5 étangs, on va retrouver 4 qui sont en réserve naturelle et 1 qui est en pêcherie. Et donc on va trouver des roselières, des marais, une zone plus humide, forestière, et donc il y a vraiment une succession en fait de milieux et donc de paysages. Roselière, zone de roseaux. Oui, c'est ça. Antoine, on peut dire qu'ici on est dans un oasis de verdure. Alors on n'est pas au centre-ville bien sûr, mais on est quand même dans une région urbaine, ça c'est rare. Oui, oui, concrètement on est vraiment dans un spot qui est très concentré au niveau biodiversité et au niveau écologie. C'est un site assez incroyable et qui est vraiment connu pour ça aussi. On peut encore vous demander un petit conseil, les choses
à faire et à ne pas faire quand on visite ce petit paradis? Tenez votre chien en laisse. Ouais, okay. Respectez les limitations pour le vélo et prenez vos jumelles. C'est tellement riche que prendre le temps, c'est une des choses qui est vraiment importante sur ce site. Au cœur du complexe du Rouge Cloître se trouve ce bâtiment derrière moi, c'est ce qu'on appelle le logis du prieur, avec au rez-de-chaussée la salle du chapitre et à l'étage les logements des chanoines. Alors, au fil du temps, ce bâtiment a connu des affectations diverses, hein. Un atelier de verrerie, une blanchisserie, il a aussi été longtemps un hôtel, un restaurant. Une chose est sûre, hein, quand on arrive ici au Rouge Cloître, sa blancheur se détache comme un véritable joyau au cœur de cette cour centrale. Olivia Bassem, vous êtes collaboratrice ici au Rouge Cloître. On est ici dans un lieu impressionnant. Quand on arrive sur le site, c'est vraiment ce grand bâtiment blanc qui s'impose. Mais quel est ce bâtiment ? Alors effectivement, quand on se rend à Rouge Cloître, le premier bâtiment qu'on peut découvrir, c'est celui-ci. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la maison du prieur et qui était au temps du Moyen-Âge les quartiers et la maison du chef de la communauté des religieux, c'est-à-dire le prieur. Et donc jusqu'au XVIIIe siècle, ce bâtiment va être voué à la religion. Il va héberger le quartier du prieur, il va héberger également la sacristie. Et donc on est vraiment dans des activités purement religieuses qui vont s'y dérouler jusqu'à sa fermeture définitive en 1797. C'est le moment de la Révolution française. Les troupes françaises arrivent sur le site, décident de supprimer et de fermer définitivement le site et s'ouvre alors une nouvelle ère à ce bâtiment. C'est-à-dire qu'on va voir s'y développer, et d'ailleurs partout sur le site, des activités industrielles. Beaucoup de générations connaissent bien ce lieu. Il évoque même des souvenirs assez chers à leur cœur. Tout à fait. On va voir qu'à la fin du 19e, au début du 20e siècle, va s'installer ce qu'on appelle l'ancien grand hôtel de l'abbaye de Rouge Cloître. Et donc cet établissement proposera des tartines de fromage blanc, comme beaucoup de gens ont connu de notre temps, mais pas seulement. On va voir y apparaître aussi des expositions d'artistes. Olivia, ici nous sommes dans la grande galerie, impressionnante d'ailleurs. C'était une partie du cloître qui se déployait de l'autre côté de la vitre aussi. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est la galerie telle qu'elle était au XVIIe siècle et qui n'était pas seulement installée ici. Vous pouvez voir tout autour du cloître qu'elle était aussi installée. Et les chemins en gravier, en fait, arborent la silhouette de cette galerie du XVIIe siècle. L'idée, c'est de revenir d'une certaine manière aux sources et de ressusciter ce fameux grand hôtel-restaurant de l'abbaye du Rouge Cloître. Oui, tout à fait. Les promeneurs qui viennent encore s'y promener aujourd'hui sont des grands nostalgiques qui ont connu l'ancien grand hôtel-restaurant de l'abbaye. Et donc, il était essentiel pour faire vivre le site que la maison du prieur accueille un nouvel établissement Horeca, ce qui se fera sous peu. Vous me promettez les tartines au fromage blanc? Je ferai passer le message en tout cas. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre visite et je vous fais une petite confession, c'est toujours un plaisir de venir ici découvrir ce lieu, je vous l'avais dit, hors du temps et pourtant pas très loin de la ville. J'espère aussi que vous aurez envie de le visiter. On se retrouve très vite pour d'autres découvertes, d'autres visites, car vous le savez, j'ai les clés.